Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume de Rênal, personnage controversé, bien présent sur les réseaux, avec un discours acéré, souvent borderline, amoureux de la Martinique et œuvrant dans le secteur associatif. Bonjour Guillaume et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Karina et bonjour aux auditeurs de Fusion TV. Donc merci de nous livrer votre message. Merci de nous livrer votre message. Nous allons donc parler de votre parcours, vos expériences de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui vous publiez un ouvrage avec un autre auteur, donc Ghislaine Holmes, intitulé Notre île, la Martinique. Et nous allons aborder aussi des sujets intimes, Guillaume. S'il y a des questions qui vous dérangent, n'hésitez pas à me le dire. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, Guillaume de Rênal, est-ce que vous pouvez vous présenter? Guillaume de Rênal, comme vous l'avez dit, amoureux de la Martinique, 50 ans cette année, 4 enfants adorables. Voilà, j'ai pas beaucoup de mots pour parler de moi. Je préfère laisser les autres parler de moi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Guillaume enfant? Guillaume enfant. Guillaume enfant, c'est beaucoup de périodes différentes. Une enfance vraiment bien passée avec des parents aimants, dans un quartier, dans une commune, Le François, qui est une des plus belles communes de Martinique. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur mon enfance, parce que quand on a commencé à avoir 50 ans, peut-être qu'on a un peu moins de mémoire pour se rappeler de ce qui s'est passé avant. Mais je peux dire que j'ai été quand même très content de ce que mes parents m'ont appris, du fait que j'ai fait toute ma scolarité au François, en école publique. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment permis de rencontrer tout le monde, de ne pas être, comme certains peuvent penser, toujours avec les mêmes personnes. Donc c'est vrai que j'ai appris à connaître le François, à me connaître aussi. Et voilà, donc pour moi, la jeunesse, cette petite jeunesse-là au François, c'était des bons moments. Plus tard, je suis parti passer ma terminale en France. Une fois que j'ai eu mon bac, malheureusement en 2 ans, parce qu'il y a eu un événement qui a été un peu compliqué pour moi, ma première année arrivée à Paris. Un de mes oncles chez qui je vivais, chez qui j'étais arrivé 15 jours avant, est décédé dans l'attentat du décédé du TA, mardi 19 septembre 89. Donc c'était une période un petit peu difficile pour ma première année là-bas. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Je me suis remis un petit peu plus au travail après. Et après mon bac, je suis revenu en Martinique pour aller à l'époque c'était l'EIAM, donc c'est l'EGC Martinique maintenant. Et après cette école-là, je suis parti à Berkeley aux États-Unis pour continuer un petit peu ma formation en gestion d'entreprise, en marketing, management, et surtout pour que mon anglais devienne, on va dire, beaucoup plus aisé. Voilà. D'accord, donc c'était pas facile en fait. En tout cas, la première année en France hexagonale, vous partez. Pourquoi ne pas avoir continué vos études au lycée Schellcher? Ah, peut-être que j'étais pas un enfant très très sage, on va dire. Et que non, ma scolarité en dernière année, en première S, c'était un peu compliqué. On m'avait gentiment demandé que je pouvais bien passer un terminal, mais pas au sein de ce lycée-là. Donc, je ne veux pas que mes enfants puissent écouter ça quand même, parce qu'on est là pour leur donner des bonnes règles. Mais c'est vrai que c'était une période où on était un petit peu... on faisait beaucoup plus de choses que travailler. Même si mes résultats scolaires étaient excellents, peut-être que la partie comportement n'était pas adéquate à ce que voulait à l'époque le proviseur Boudin et ainsi que Trébeau qui était avec lui. Voilà. D'accord, donc vous étiez un petit peu turbulent. On peut le dire. D'accord. Voilà. Ok.
Donc, mais pour revenir justement à cette image-là un peu controversée de Guillaume de Rênal, donc ça correspond un peu justement à ce jeune homme qui ne veut pas rester dans un cadre, un carcan en fait, qui lui est en fait prédestiné. Oui. C'est peut-être ça, mais c'est aussi que mon comportement est lié au fait que je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre, quelqu'un qui dit toujours, on va dire, ce qu'il pense, sans essayer de plaire à celui qui est en face. Pour moi, la vérité ne se camoufle pas. Donc, soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Donc moi, ce que je dis, c'est je dis ce que je pense, réellement. Après, les personnes peuvent penser que c'est pour les attaquer spécifiquement ou pas. Moi, ce que je dis, c'est vraiment... Tout ce que je fais, c'est vraiment par amour de ce que je fais. Quand je m'engage quelque part, je le fais à 100%. Et des fois, au détriment de tout ce qui peut aller à côté. Parce que moi, je n'ai pas de limite ou pas de barrière pour me battre pour une cause qui est en moi. Mais par rapport à ce que vous êtes en train de dire, en fait, vous savez que la vérité est subjective. Il existe de multiples vérités, pour peu qu'on soit effectivement d'un côté ou d'un autre. Certains peuvent le dire, certains peuvent le penser. Moi qui suis plus scientifique et mathématique, la vérité est binaire. C'est oui, non, 0, 1, voilà. Il n'y a pas de demi-vérité. On peut faire des mensonges par omission, on peut faire des vérités pour faire plaisir, mais dans tous les cas, la vérité est unique. Elle est peut-être unique à l'instant T, peut-être qu'une heure avant ou une heure après, ça ne sera plus la même vérité. Mais quand je le dis, c'est la vérité de l'instant T et de ce que moi je ressens. Donc vous êtes un homme de non-compromis. Je peux faire des compromis, mais jamais de compromission. Voilà, parce que pour moi, le compromis, c'est trouver du gagnant-gagnant pour tout le monde, trouver quelque chose qui peut faire avancer. La compromission, c'est passer un accord en sachant qu'on va à l'encontre de ses valeurs. Et ça, jamais. Donc vous avez voulu vous engager dans la politique. C'est un terrain délaissé par les personnes de votre communauté? Excusez-moi, le terme communauté n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, on est martiniquais ou on ne l'est pas. Donc il n'y a pas une histoire de communauté ou pas. Voilà. Donc on me donne on parle de communauté béké, on peut parler de communauté indienne, on peut parler de beaucoup de communautés. Le problème de la communauté, c'est qu'on a tendance à stigmatiser l'individu pour la communauté et ne pas prendre en compte l'authenticité de l'humain. Et donc pour moi, le terme communauté, c'est pas un terme que j'accepte beaucoup, ou que je dis accepte, peut-être que vous n'avez pas accepté ce terme, mais c'est pas un terme que moi j'utilise et que j'essaye de l'effacer au fur et à mesure. C'est noté, mais Guillaume, vous êtes quand même béké de Martinique, même si en fait là vous parlez effectivement de votre humanité. Vous êtes de ce fait bien souvent ostracisé par certaines personnes de votre communauté pour vos réactions, pour votre franc-parler, attaqué souvent pour vos actions, comme dans le cas du titre « Le temps du vivre ensemble », porté par l'association Construire notre vivre ensemble que vous avez effectivement créé avec d'autres militants en fait, du bien vivre ensemble en Martinique. Pourquoi vouloir continuer à faire entendre votre voix et votre vision pour la Martinique de demain, alors qu'effectivement vous avez beaucoup de contradicteurs qui disent bon, c'est un béké, il n'a pas son mot à dire. Il y a plusieurs réponses possibles. Première réponse, c'est que, comme vous dites, c'est pour la Martinique de demain, donc c'est pas pour moi que je me bats. Donc à la limite, que moi je prenne des coups, ce n'est pas grave, parce que le résultat, c'est que la Martinique de demain soit bien, et que le bien vivre ensemble, la construction de ce vivre ensemble soit faite pour celle de demain. Donc à ce niveau-là, moi ça ne me pose pas de problème de prendre des coups, et ce n'est pas un combat que je mène pour moi, c'est un combat pour la Martinique de demain. Donc il y a déjà cette partie-là qui est pour moi importante.
L'autre partie où les gens me contredisent, m'attaquent ou tout, je vais dire que c'est ce que j'aime. Parce que échanger, discuter qu'avec des personnes qui ont les mêmes avis que vous, on va pas bien loin. On va pas bien loin. Donc, plus il y a de personnes qui peuvent être contre, j'ai simplement qu'à me mettre autour d'une table avec eux, s'ils acceptent, quand ils acceptent, échanger, comprendre pourquoi, et déjà comprendre l'autre. Et une fois que j'arrive à comprendre cette personne-là, pourquoi est-ce qu'il m'attaque, pourquoi est-ce qu'il ressent une attaque quand moi je parle, ça me permettrait petit à petit de pouvoir construire ce vivre ensemble, tous ensemble, et pas construire le vivre ensemble de Guillaume de Rênal tout seul. Voilà. Donc quand on vous entend, en fait, on a l'impression vraiment en fait, que Guillaume de Rênal, c'est un homme idéaliste ou un peu sadomasochiste. Pas sadomasochiste, plutôt masochiste, puisque vous continuez un combat dans lequel vous n'êtes pas entendu ni attendu. Il faut bien une lumière sur tous les chemins et pour que les autres puissent la suivre. Je veux dire, il faut peut-être bon, je suis Cancer, je suis pas Bélier, mais il faut peut-être un Bélier qui aille fracasser le mur au fur et à mesure pour le fissurer, pour que les générations d'après n'aient plus qu'à le souffler dessus et que le mur tombe. D'accord. Pour revenir en fait à votre engagement en politique, donc c'est un terrain, comme je le disais tout à l'heure, qui était quand même délaissé. Vous ne voulez pas l'entendre, mais par certaines personnes, en fait, par les personnes de votre communauté. Excusez-moi, je le redis, toutes mes excuses. Mais pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que je pense que c'était quand même pas évident. Bon, c'est un choix compliqué. Il faut savoir qu'une des raisons aussi pour laquelle elle est délaissée par certaines personnes, quand on regarde un petit peu la population des élus en Martinique ou ailleurs, très souvent ce sont beaucoup de personnes qui sont profession libérale, qui sont fonctionnaires, ce qui veut dire qu'ils ont un planning de temps beaucoup plus facile à gérer que si on était chef d'entreprise et qu'on doit être tout le temps pour son entreprise. Et malheureusement, certaines parties de la population est beaucoup plus chef d'entreprise que profession libérale ou que fonctionnaire. Donc ces personnes-là ont moins de temps pour on va dire, le service public ou pour le service de l'autre. Parce que s'ils le font, ils le font au détriment de leur activité. Et leur activité, c'est elle qui permet en fait de créer de l'emploi en Martinique. Et sans cet emploi-là, alors qu'on a un chômage déjà très haut, ça aurait été encore plus compliqué. Et le regard des autres était-il bienveillant quand vous êtes lancé en politique? Oui. Ça, c'est surprenant, peut-être. Le regard je vais dire que le regard le plus bienveillant que je pouvais avoir, c'est le regard des opposants. Qui avaient tous un mot gentil, qui étaient avenants avec moi. Malheureusement, certaines personnes de mon propre camp politique, eux, n'étaient pas contentes. Mais bon, voilà. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un à souhaiter être trop souvent au devant de la scène, même si je le fais par mes réactions et par mes actions au fur et à mesure. Mais mon souhait, ce n'est pas de ça. Mon souhait, c'est vraiment d'être au service d'une cause, pas au service de quelqu'un, mais au service d'une cause. Voilà. En 2009, vous perdez votre père, votre mentor, d'un cancer, et vous perdez un peu pied. Comment allez-vous aujourd'hui? Toujours difficile parce que 2009 a été pour moi une grosse année charnière. Les grèves, on va dire les émeutes, pour parler plus normalement, parce que ce n'étaient pas des grèves, les émeutes de 2009 ont été compliquées, autant pour l'entreprise que pour mon père, qui n'a pas pu accéder à ses soins, et donc qui est décédé des suites de ces émeutes-là, de son cancer. Et au lendemain, pour montrer un petit peu la bienveillance économique en Martinique, au lendemain de son décès,
je reçois un coup de téléphone de la banque de ma société qui me dit votre père n'est plus là, vous avez 3 mois pour remettre les découverts à zéro et rembourser les prêts. Donc vous voyez, certains milieux bancaires peuvent être très très méchants et ça a été une période pour moi très compliquée. Je suis quelqu'un de... Quand je dois de l'argent, je m'arrange pour le rembourser. Donc en 2009, j'ai mis mes entreprises en sauvegarde, j'ai travaillé avec le personnel que j'avais, tout fait pour qu'ils soient replacés, pour qu'ils soient bien. Et une fois que toutes les dettes étaient remboursées, en 2015, j'ai été obligé de liquider les entreprises. Voilà. Donc c'est une grosse perte parce que c'est une entreprise qu'on avait montée, pas créée, mais qu'on avait rachetée, et donc on avait quand même fait grandir avec mon père. Et le fait de l'avoir, qu'elle ait été, on va dire, fermée, liquidée, c'est pour moi on va dire un échec. Un échec pas spécifiquement financier, matériel, mais un échec moral vis-à-vis de mon père. Voilà. Et s'il était là, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas. Je n'ai pas de. Je sais qu'il serait toujours là pour moi, mais peut-être qu'il surveille un petit peu ce que je fais de là-haut. Mais je ne veux pas préjuger de son. Il allait de toute façon prendre tous les torts pour lui, le connaissant. C'était quelqu'un de très gentil. Et la main sur le cœur, et je pense que c'est une grosse chose qui m'a appris, c'est de pouvoir être là pour les autres, respecter les autres, et c'est pour ça que j'avais besoin de connaître la Martinique, de connaître l'odeur de la Martinique en ayant passé un petit moment à Paris et aux États-Unis. Donc c'était surtout tout ça. Donc ça m'a permis vraiment de connaître toutes les cultures, tous les continents, pour savoir ce que pensent les gens et comment est-ce qu'on peut réussir à créer ce vivre ensemble, tous ensemble, tout horizon, qu'on soit européen, asiatique, africain, américain, voilà. Donc il faut. Voilà. Mais pour répondre à votre question, je ne sais toujours pas ce que mon père pourrait me dire maintenant. Donc il y a un avant 2009 et un après 2009. Donc après 2009, il y a eu énormément de choses qui ont fait votre actualité. Donc pour revenir un peu au temps du vivre ensemble, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? Comment en fait l'idée vous est venue et comment vous avez pu mobiliser en fait les artistes ? L'idée est venue par le biais de 3 personnes importantes dans ce projet-là. J'ai été à Paris, j'ai rencontré Tony Chasseur, on a échangé, on a parlé un petit peu. Il m'a dit, bon, on a parlé de films, de beaucoup de petites choses. Donc c'est rentré un petit peu dans ma tête. Puis en arrivant en Martinique, j'ai dit, pour l'association, par rapport à ce que j'avais vu avec Tony, ça serait faire des vidéos d'artistes qui parlent de l'association. Puis, en réfléchissant, je me suis dit, mais pourquoi faire des vidéos de tous les artistes si on peut les avoir tous ? Donc, je suis rentré en contact avec Sabine Prod, donc Claude Cabit, et j'ai dit, ben voilà ce qu'on veut faire, voilà ce que je veux faire. Et voilà les noms. Donc, il a pris un rendez-vous pour moi avec Eric Virgal. Et ben, tout de suite, on a l'impression que le projet sur lequel je travaillais depuis longtemps, c'était le même que Eric avait dans ses papiers depuis très longtemps. On est tous les deux des amoureux de la Martinique. On est tous les deux des militants. Chacun d'un côté, des fois du même côté, des fois du côté opposé. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est que la Martinique, elle avance. Et on a réussi à regrouper beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes. Malheureusement, il n'y avait pas toutes les générations. Les jeunes artistes se sont
sont moins à même à s'intéresser, on va dire, à l'avenir, à ceux de demain, parce qu'en fait, ils sont pour l'instant dans l'instantanéité, ils sont dans le tout de suite, ils ne sont pas dans une projection à la Martinique de demain. Mais un artiste qui a entre 40, 50, 60 ans, il a déjà vécu une partie, il a vu comment c'était avant, il a vu comment c'est maintenant, il a vu ce qu'il veut pour demain. Donc ça a été assez facile de les regrouper sur ce thème-là, sur le vivre ensemble. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils ont tous été exceptionnels. Ils ont tous été là malgré les polémiques qui peuvent se faire parce que, bon, malheureusement, hein, comme vous avez dit au début, un béquet n'a pas le droit de parler de vivre ensemble. C'est comme quand on parle de laïcité, certains considèrent qu'un prêtre n'a pas le droit de parler de laïcité. Mais le vivre ensemble, c'est comme la laïcité. La laïcité, c'est l'acceptation de toutes les religions. C'est pas la stigmatisation d'une, et c'est pas faire sortir toutes les religions. C'est les faire travailler ensemble. Et le vivre ensemble, c'est la même chose. C'est travailler tous ensemble. Vous parlez de communauté, donc je vais réutiliser votre mot si vous voulez. Donc que toutes les communautés se mettent ensemble pour avancer. C'est pas faire sans les communautés, c'est pas faire avec une ou sans l'autre, c'est vraiment tous ensemble. C'est exactement le même principe que la laïcité dans son aspect originel, pas son aspect qui est utilisé par certains politiques en disant que la laïcité, c'est on exclut toutes les religions. Non, c'est on accepte tous. Voilà. Donc je vous dis, mais j'ai été vraiment très touché, moi, de l'accueil de ces artistes qui, dès le début, ont dit oui, on vient. Et malgré les problèmes, mais ils sont restés. Ils sont restés. Bon, il y en a malheureusement aucun qui a voulu partir. Il paraît qu'il ne me connaissait pas, donc j'ai eu l'occasion quand même d'aller... bon, je vais pas parler de ça parce que ça sera en des polémiques stériles et inutiles. Mais je suis très content que ce projet-là puisse avancer. Et il avance très bien. Et justement, on entend souvent dire que les béquets ne se mélangent pas et veulent garder leur précaré. Que pouvez-vous dire à vos détracteurs par rapport à ça? Vous savez, on peut, pour répondre aux détracteurs, on peut utiliser sa vie privée, sa vie personnelle, mais ce serait s'abaisser à des... Ça serait s'abaisser en fait au niveau du caniveau comme pour les autres. Donc moi je sais ce que je suis, je sais qui je suis, je sais que je suis martiniquais, je suis béquet d'accord, mais je suis martiniquais. Je ne vais pas m'amuser à essayer de montrer ma vie de tous les jours, ma femme, mes enfants et tout ça pour pouvoir montrer qu'ils ont tort. Vous utilisez souvent des mots en fait qui choquent. C'est-à-dire, quel mot? C'est-à-dire que là, vous venez d'utiliser caniveau. Oui. C'est quand même un mot qui est fort. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, au niveau de votre communication, vous devriez peut-être utiliser des mots quand même plus entendables? Oh, les mots sont peut-être forts, mais ils illustrent ce que je pense. Et comme je vous l'ai dit au début, je dis ce que je pense. Je ne vais pas mettre de filtre. Je ne vais pas filtrer l'eau du caniveau pour la rendre plus propre. Voilà. D'accord, très bien. C'est noté, Guillaume. Pour revenir un peu justement à votre parcours, loin de vous recroqueviller dans le silence, en fait, vous avez décidé de témoigner. Vous témoignez souvent, en tout cas, de vos positions. Là, donc... vous allez donc publier un livre, Notre île, la Martinique. Pourquoi ce choix et de quoi ça parle? Je vais laisser un petit peu vous parler de ce livre. Ce livre sortira logiquement en 2022. Donc, Notre île, la Martinique, hein, ça indique tout. Hein, c'est notre île. C'est pas mon île, c'est pas votre île,
c'est notre île, la Martinique. Et donc, on fait tous partie de ce peuple martiniquais, de ce peuple caribéen. Donc, dans ce livre, vous allez voir un petit peu, on parle que ça soit de Glissant, de Césaire, de Fanon et beaucoup d'autres. Donc, vous allez voir un petit peu tout ça. C'est un livre qui est fait en fait en deux parties spécifiques. Il y a une partie sur laquelle on va parler des thématiques faites par tous ces on va dire ces théoriciens, tous ces philosophes, tous ces écrivains qui ont aidé à construire, on va dire, une identité martiniquaise. Et on va continuer dans une autre partie sur des propositions. Des propositions pour la Martinique, pour qu'on arrête à chaque fois de parler sur des tréteaux en disant voilà ce que je veux faire et que le lendemain on ne le fait pas. Donc dans ce livre, on a voulu graver, on va dire, dans le marbre ou écrit sur du papier ce qu'on pense et ce qu'on souhaite pour la Martinique. Ce ne sont pas des paroles en l'air qui vont s'évaporer comme dans chaque meeting. Ce sont des mots écrits qu'on peut nous ressentir dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Voilà. D'accord. Et pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont vos qualités? Non, je ne peux pas vous donner mes qualités. Parce que malheureusement, comme je vous ai dit dès le début, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de moi. Donc, je suis quelqu'un qui trouve déjà qu'il n'a pas de qualité. Donc, je ne peux faire que progresser à ce niveau-là. Je laisse uniquement les autres parler de mes qualités. Mais pourtant, ceux qui vous connaissent parlent de quelqu'un qui a toujours sa porte ouverte pour aider, pour écouter, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'attachant. C'est ce que je vous ai dit. Les autres parlent mieux de moi que moi-même. Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description-là de vous? Être généreux, avoir la porte ouverte, être bienveillant, pour moi, ce sont les fondamentaux de l'homme. Donc pour moi, c'est pas une qualité, c'est une normalité. Ça aurait été anormal ou un défaut que je ne le fasse pas. Mais le fait de le faire, pour moi, ce n'est pas une qualité, c'est juste de la normalité. Et est-ce que vous les avez eues, vous avez toujours eu ces qualités-là? Ou est-ce que c'est venu avec le temps, avec l'expérience? Non. Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Quelqu'un de 100, à 100%. Je donne tout. Je donne tout pour les autres parce que c'est grâce aux autres qu'on peut avancer. C'est grâce aux autres contradicteurs qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on est peut-être dans l'erreur. C'est grâce aux autres qu'on arrive vraiment à mieux se connaître soi. Est-ce que vous pourriez dire, en fait, en vous retournant sur vos expériences, comme beaucoup, il y a effectivement des réussites, aussi des échecs. Surtout que vous avez quand même en fait une actualité qui est quand même assez chargée depuis quelques années. En bad buzz, effectivement, en bon buzz aussi, mais c'est quand même assez chargé. Est-ce que vous pouvez dire quand même que vous avez acquis de la sagesse? Non. Non, aucune sagesse. La sagesse que vous entendez, c'est une sagesse pour prendre son temps avant de parler, ce qui veut dire transformer ce qu'on pense pour que l'autre l'accepte. Mais le mot transformer, moi, ça me plaît pas. Donc je dis ce que je pense réellement. Si l'autre ne l'accepte pas, mais tant pis, mais au moins il a entendu une partie du message. Et c'est le principal. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à votre détriment, néanmoins? Et que finalement, l'impact de ce que vous dites, en fait, passe... Sûrement. Sûrement, c'est à mon détriment, mais j'ai 50 ans cette année. J'ai pas changé, et de toute façon, quand j'en avais 40, 30 ou 20, j'allais pas changer non plus. Donc, je pense que c'est à mon détriment. C'est peut-être au détriment aussi, malheureusement, de ceux qui me sont proches.
Mais c'est une lutte pour moi, je veux dire, très importante pour le futur de la Martinique. Parce que le futur de la Martinique, ce n'est pas moi, ce sont mes enfants, ce sont vos enfants, ce sont les enfants de l'ensemble des téléspectateurs de Fusion TV et plus. Et c'est pour eux que moi je me bats, c'est pour eux que les membres de l'association se battent, c'est pour eux que beaucoup de Martiniquais se battent, mais n'osent pas peut-être faire le pas ouvertement parce qu'ils ont peur de recevoir des attaques en permanence. Moi, j'ai pris cette habitude de prendre des coups, donc je continue et je continuerai. De quoi avez-vous envie aujourd'hui? Je ne sais même pas de quoi j'ai envie maintenant. Je sais ce que j'ai envie pour dans 10 ans, dans 15 ans. Ce que j'ai envie, c'est que nos enfants puissent être heureux de vivre en Martinique, tous ensemble, sans communauté spécifique, sans couleur spécifique, sans origine spécifique, et que tous ces enfants-là puissent avoir en eux une culture martiniquaise, une histoire martiniquaise. Elle est commune, notre histoire, même si elle a, pour certains et pour d'autres, elles n'ont pas été dans le même sens, mais l'histoire est commune. Il n'y a pas deux histoires de Martinique, il y a une histoire de Martinique, et même une histoire de la Caraïbe. Et mon but, c'est que tous ces enfants-là puissent après partir, exporter la culture martiniquaise, l'art de vivre martiniquais, la connaissance martiniquaise, le savoir-vivre martiniquais dans l'ensemble des pays du globe. Plutôt que de les faire revenir en Martinique, moi je veux que ces jeunes partent pour faire connaître la Martinique et faire connaître l'esprit des Martiniquais de par le monde. Et si c'était à refaire, en fait, par rapport à tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous le referiez? Oui. Mais peut-être que je me prendrais différemment, même si j'ai dit que je ne regrette rien. Peut-être que je m'adosserais à des personnes qui sont peut-être meilleurs communicants que moi. Mais j'ai toujours peur, en passant par un autre communicant que moi, que les propos soient édulcorés, modifiés, transformés, et non plus, on va dire, la saveur de la vérité. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez en fait que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Pas spécialement, mais si j'y repense, vous me réinviterez. D'accord. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci à vous. Guillaume de Rênal, et à bientôt. À très bientôt, merci.